télévision, 2 invités qui débattent en direct pendant 1 heure chrono. C'est Ça passe ou ça clash, présenté par Aurélie Chupin, le jeudi de 18h à 19h. Bonsoir à tous pour cette première de Ça passe ou ça clash. On vous explique le concept quand même. Tous les jeudis, vous retrouvez 2 personnes qui débattront autour d'un sujet donné pendant 1 heure. Après, ce sera à vous de vous faire votre propre opinion. En cette fin d'après-midi, on va parler du désintérêt de la population pour la vie politique. Et pour évoquer le sujet, on accueille Manuela Albuquerque qui baigne dans l'action politique depuis son adolescence et Romain Carbone, président du CRIC à Mantes-la-Ville. Alors on vous explique, le CRIC, c'est le collectif de réflexion et d'initiative citoyenne. Le collectif est né après la victoire du Front National dans la commune, qu'il a quand même emporté avec 30% des suffrages. Il rassemble des particuliers et des politiques de tous bords. C'est bien ça ? Surtout des citoyens de Mantes. D'accord. Donc bonjour à vous deux. J'espère que vous êtes confortablement installés parce qu'on est là pendant 1 heure. Mais rassurez-vous, je suis sûre que ça va être beaucoup trop court. Alors tout au long de cette heure, justement, on va tenter de faire le tour du sujet, tant au niveau national que local. Et rassurez-vous ou pas, tout le monde va en prendre pour son grade. Alors on va commencer par vous présenter un petit peu le sujet. Alors à chaque élection, que ce soit un enjeu local, national ou encore plus grand, le chiffre le plus commenté des soirées télévisées, c'est celui de l'abstention qui bat toujours des records. Lors des élections européennes de cette année, on est arrivé à un taux de 56%, 36% au municipal, soit 2 points de plus que les précédentes. C'est un record pour la Ve République alors que ces élections sont traditionnellement les plus suivies. Mais plus que l'abstention, les Français n'y croient plus. Ils ne font plus confiance à ces hommes et femmes de pouvoir, mais aussi à leur parti. D'ailleurs, à ce sujet, le Journal du Dimanche a publié un sondage effarant et aucun parti n'est épargné. Les 3/4 de nos compatriotes ont une mauvaise opinion du Parti socialiste. C'est exactement le même taux pour le Front National. Pour l'UMP, c'est 67% d'opinion négative. Alors, quelle est la raison de cet éloignement ? Est-ce que c'est une tristesse passagère ou alors un découragement plus profond ? Le plus inquiétant, c'est quand même que le phénomène ne touche pas que notre bonne vieille France. Les dernières élections l'ont prouvé. Les taux de participation dans l'Union n'ont jamais été aussi bas alors que les partis extrémistes voient leur nombre de voix crever le plafond. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Il faut dire que ce manque de confiance est difficile à reprocher à ceux qui votent. Tous les partis ont été éclaboussés par des scandales de gauche comme de droite. On a Dominique Strauss-Kahn, Alain Juppé, Martine Aubry, Nicolas Sarkozy, Jean-Marie Le Pen, Éric Woerth, Jérôme Cahuzac, Jean-François Copé et plein d'autres encore. Scandales moraux ou judiciaires, personne n'a été épargné. Alors on va tenter de comprendre si cette méfiance tient sur quelque chose de tangible et s'il existe encore des personnalités politiques sur lesquelles on peut avoir confiance. Et si c'est un mirage, nos invités vont peut-être trouver une solution. Et justement, il est l'heure de vous présenter ceux qui vont débattre avec nous jusqu'à 19h. D'un côté, on a Manuela Albuquerque, consultante en communication et en relations presse au niveau international. Juriste de formation, elle a vécu à Dijon en plein giron mitterrandiste. Pourtant, c'est pas cette voie qu'elle a choisi de suivre. Elle se décrit elle-même comme étant de droite sans vouloir être encartée dans un parti. Elle s'engage en 2011 auprès d'un candidat des Hauts-de-Seine lors des cantonales. Cette année, elle était 4e sur la liste d'Éric Winterthur à Mantes-la-Ville. Manuela Albuquerque n'est pas allée au bout à cause de désaccords avec sa tête de liste. Femme engagée, elle participe chaque année au Monaco Charity Film Festival qui permet de recueillir de l'argent pour les enfants de Manille aux Philippines. On a été galant sur ce coup, mais maintenant on va évoquer Romain Carbone. Vous êtes président du CRIC de Mantes-la-Ville, qui est, on le rappelle, le collectif de réflexion et d'initiative citoyenne. Vous êtes marié et habitez le Mantois depuis 30 ans et Mantes-la-Ville depuis plus de 4 ans. Vous travaillez dans un cabinet de conseil à Paris et vous non plus, vous n'êtes adhérent à aucun parti. On a de la chance qu'on a des esprits très libres ce soir sur le plateau. Ce que vous m'avez expliqué avant l'émission, c'est que vous avez fondé le mouvement parce que vous ne vous étiez pas intéressé d'assez près à ces élections municipales par manque de visibilité des programmes et des bilans et tout ce genre de choses. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Donc je vous rappelle que chacun doit parler autant de temps, c'est une question d'équité. Donc première question, comment vous expliquez que pendant toutes les élections depuis une dizaine d'années, l'abstention est toujours plus grande ? Excusez-moi, je vais faire un rectificatif très rapidement. Allez-y. Je suis originaire de la nef du fièvre de François Mitterrand et de
Pierre Bérégovoy, qui était donc le maire, entre autres, de Nevers. Donc j'étais baignée dans le socialisme jusqu'à l'âge de 23 ans. Et entre-temps, j'ai effectué effectivement mes études universitaires à Dijon, voilà. Et j'habite Mantes-la-Ville depuis 12 ans. Et j'étais directrice de communication lors d'élections cantonales pour un candidat de sensibilité de droite dans les Hauts-de-Seine. Voilà, vous pouvez m'excuser, on peut commencer le débat. Ok. Donc, comment vous expliquez cette hausse constante de l'abstention dans toutes les élections ? Écoutez, en fait, la hausse, l'explication de la hausse, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va en discuter pendant cette heure-là, et c'est surtout le travail qu'on va essayer de mener avec l'association sur les prochains mois. S'il y avait une réponse claire, précise, argumentée à donner aujourd'hui, peut-être qu'elle aurait déjà été entendue depuis quelques années, et que nos représentants politiques auraient déjà engagé quelques actions pour y remédier. Mais vous, sur le terrain, d'après vous, c'est quoi cette explication ? Parce que avant, là, tout le temps, les chiffres augmentent vraiment en permanence. Donc, je ne sais pas, Manuel Albuquerque, qu'est-ce que Moi, j'ai une vision peut-être plus nationale, et en même temps, les citoyennes, les citoyens, les Françaises, les Français ont, je ne vais pas mâcher mes mots, je ne suis pas réputée pour cela, un dégoût vis-à-vis de la vie politique et du politique en lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de transparence et encore moins d'honnêteté, comme vous disiez, en présentant votre émission au début de celle-ci, de par les nombreuses affaires judiciaires, etc., qui ont eu lieu autant à gauche qu'à droite. Alors, est-ce qu'il y a orchestration derrière ces affaires-là ? Seuls les partis en privé peuvent le dire. On sait très bien que ce sont des oppositions qui se mènent des guerres politiques. Là, on a l'affaire Air Cocaïne qui vient de ressortir avec Nicolas Sarkozy. Donc, pourquoi ? Peut-être pour étouffer les petites... quelque chose d'autre. Pardon ? Pour étouffer quelque chose d'autre. Voilà, du côté de la présidence actuelle, du côté du deuxième gouvernement actuel, Valls 2 plutôt, troisième gouvernement. Mais il y a aussi le fait qu'on donne... Et on est dans un pays démocrate, je pense que M. Carbone sera d'accord avec moi. Nous avons donc une démocratie en République française envers la Française et le Français qui a le droit et même le devoir d'aller demander sa carte d'électeur. On la lui accorde. Il va voter. Il met son bulletin, qu'il soit de gauche, de droite, de n'importe quel parti, dans l'urne. Dès que le candidat est élu, qu'est-ce qu'il en ressort ? Plus rien. Il se sent déconsidéré actuellement, le Français. En fait, j'ai l'impression, d'après vous, c'est plus un problème personnel vis-à-vis des candidats et des gens qui élisent. Oui, parce que le candidat n'a plus son rôle d'acteur. C'est-à-dire qu'il a un rôle d'acteur dans la vie politique de façon démocratique. Comme je disais, de par les élections, quels que soient les scrutins respectifs. Mais c'est pas respecté après, en fait. En gros, c'est ça. En fait, je vais revenir sur les termes de votre introduction. Vous parliez de tristesse passagère. Si c'était le cas, ça ne durerait pas depuis autant de temps. Donc, incontestablement, on peut pas parler d'une ère. Ça peut très bien être une ère de 10, 15 ans, voire 20 ans. Ouais, mais à ce moment-là, le terme de passager est peut-être... Ça dépend comment... est peut-être mal choisi. Aussi et le thème de tristesse bon, aussi. C'est pas de la tristesse, c'est plus profond que ça, peut-être que le désintérêt serait un vocabulaire plus adapté. Ensuite, vous avez évoqué les scandales de droite et de gauche, mais il faut pas oublier que l'extrême droite a aussi eu son lot de scandales. Mais par le passé, je veux dire maintenant, d'après moi, ils en ont quand même beaucoup moins. Alors, ça c'est un deuxième point. Vous parliez de la confiance des Français des Français ou des citoyens, en tout cas des gens qui vont aux urnes, dans la confiance dans les personnalités politiques. Peut-être que là on a un élément de réponse. Le désintérêt peut venir aussi parce que ce sont les personnalités qui sont entendues et non pas les projets qu'ils portent. Et ensuite, une fois installés, une fois en exercice, ces projets-là qui n'ont pas été expliqués, qui n'ont pas été exprimés, ou simplement qui étaient inexistants au moment de la campagne et des élections, c'est à ce moment-là, une fois que les politiques sont en exercice, que les Français attendent des projets. Mais bon, c'est trop tard. Il faut s'intéresser avant pour pouvoir voter en connaissance de cause et surtout pour pouvoir exprimer son scrutin pour un projet et pas seulement pour une personnalité. Donc peut-être
là, il y a quelque chose sur lequel on peut travailler. C'est vraiment un problème personnel. Ça voudrait dire que les personnes qui font partie du Front National seraient plus appréciées. Alors qu'en fait, j'ai pas l'impression que les gens aiment plus Marine Le Pen sur un plan personnel. C'est plus sur les idées que ça se fait. Et fort heureusement que l'on ne vote pas une personne sur le plan personnel. Parce que là, c'est une politique qui mène un pays, qui mène la vie quotidienne des gens. La politique, en réalité, la vie quotidienne des gens. Et ils veulent devenir les acteurs qu'ils ne sont plus aujourd'hui de leur vie quotidienne. La politique représente celle-ci. À partir de là, il y a un désintérêt. Nous sommes connus, entre guillemets, sur la scène internationale pour être un pays de manifestations récurrentes dans divers corps de métier, etc., etc. Que vous répondent les gouvernements successifs actuellement et par le passé, de droite et de gauche? Malgré que ma sensibilité soit celle de droite, ils vous répondent que la dernière parole sera celle du gouvernement. Est-ce que le Français a envie d'entendre cela? Non. Le Français n'en peut plus. Et actuellement, il n'en peut plus. Si l'on prend 2014, il y a une hausse constante des augmentations fiscales. Et on s'en arrêtera là. Au quotidien, on ne l'écoute pas. Les salaires sont en perpétuelle stagnation. Les pensions de retraite ne sont pas revalorisées. Où est le quotidien? Où est le mieux vivre du Français? Après, les gens savent que quand ils élisent quelqu'un, il va y avoir les bons et les mauvais côtés. Quand on élit le Parti socialiste, on sait très bien que les impôts peuvent augmenter, surtout dans les tranches un petit peu supérieures. Ça n'a rien à voir avec le Parti socialiste qui nivelle par le bas, alors qu'il ne devrait pas niveler par le bas. Il devrait défendre, au contraire, ses salariés. Quand on voit l'attitude, par exemple, entre parenthèses, d'Édouard Martin, qui est inadmissible et que je condamne très fortement vis-à-vis de ses collègues, et je sais très bien ce qui s'est passé en interne, personne ne peut le cautionner. Édouard Martin, c'est celui qui était à Gandrange et qui était sur une liste du Parti socialiste pour les européennes. Donc, il s'insurgeait du comportement de notre président, M. Sarkozy. Vous condamnez un double discours, un manque de cohérence, en fait. Exactement, de la part des politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. D'où c'est comme une boussole, quand elle cesse de fonctionner, qu'elle est complètement, l'aiguille ne sait plus où elle va, ne voit plus où est le nord. Là, le Français est complètement désorienté. Il vote à gauche, il n'obtient pas ce qu'il désire pour son quotidien. C'est très facile. C'est du terre à terre. Ils ne sont pas. Ces gens-là sont déshumanisés. Les politiques, c'est ce qu'on leur reproche. Ils sont déshumanisés. Ils ne sont plus sur le terrain. Voilà, c'est justement ce que ces propos-là sont peut-être un petit peu trop forts. Déshumanisés. Sans doute les politiques n'ont pas. Il y a encore une petite part d'humanité, si je comprends. Mais Monsieur Carbone, quand je dis déshumanisés, donnez-leur le montant du RSA pour vivre, et l'on verra ce qu'ils feront. Mais évidemment. Mais bon, il y a quand même des choses à faire. Vous dites que les Français n'en peuvent plus. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il faudrait à ce moment-là que ces élections, qu'elles soient nationales ou plus locales, permettent à ces électeurs justement de choisir un projet qui correspondent pour tout ou partie. On ne sait jamais qu'un projet politique ne correspond pas à 100% à ses ambitions, à ses enjeux personnels, mais en tout cas répond pour partie à une majorité. Donc il faut choisir. Il faut que ce choix se fasse sur les projets, non pas sur les personnes. Le problème, il y aurait vraiment une frontière entre ce qui est personnel, la façon dont on perçoit les gens. Aujourd'hui, le débat politique est focalisé sur les personnes. On le voit au niveau national, on l'a aussi vécu à Mantes-la-Ville avec des querelles personnelles entre les différentes têtes de liste. On voit que le Front National bénéficie entre guillemets de l'effet inverse, c'est-à-dire que ce sont des candidats qui sont méconnus des électeurs. Souvent. Qui vont recueillir la majorité des... Ils sont suffisamment intelligents pour ne pas entrer
dans cette personnalisation, je veux dire, à part par exemple les grands ponts du Front National que sont Marine Le Pen et les quelques membres de sa famille, ou vraiment c'est très contextuel. À Mantes-la-Ville, par exemple, les bulletins, on peut émettre l'hypothèse que les bulletins Front National qui ont été mis dans les urnes le sont sur ce que représente ce parti. Et pas sur le candidat. Ensuite, il y a des villes où effectivement les personnalités sont peut-être un peu plus charismatiques que celle du maire de Mantes-la-Ville. Mais en tout cas, dans notre ville, à Mantes-la-Ville, c'est vraiment l'étiquette du Front National qui a fait élire ce candidat et la liste qui est représentée. D'accord. Mais je voulais revenir justement sur ce qu'a dit Manuela Alburquerque tout à l'heure, c'est qu'ils sont déconnectés. Parce que par exemple, même nous ici, on a reçu Valérie Pécresse qui s'est fait bêtement piéger par un enfant qui lui avait demandé quel était le prix du trajet Paris-Mantes en Transilien. Elle n'a pas su répondre. Il y a aussi la traditionnelle question quel est le prix de la baguette de pain ou du ticket de métro? Est-ce qu'ils sont pas, vraiment, est-ce qu'ils ont la même vie que les Pour autant, que les gens je prends les transports pour aller sur Paris tous les jours. Et le prix du ticket de métro, je pourrais pas vous le donner non plus puisque j'ai une carte à l'année. Voilà. Donc, à la limite, oui, mais si vous savez je vous demande le prix de votre carte à l'année, vous allez pouvoir me le donner. C'est possible, Monsieur Carbone. Oui, je pourrais le faire. Voilà, il n'y aura pas de problème. Voilà, à la limite, c'est juste un problème d'échelle. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment, les Français ont le sentiment que ils n'ont pas la même vie, quoi. Concrètement, qu'eux, ils ont un chauffeur, alors que la plupart, ils prennent le métro ou ils prennent leur petite Renault pour... Là, ça a toujours été... Ce qui se passe, c'est que là, on a une barrière. Le politique de gauche et de droite est devenu sourd et aveugle. Cette barrière aussi est aussi construite. Enfin, je pense que cette barrière est aussi maintenue justement, et c'est peut-être là le problème. Elle est maintenue par l'ensemble des citoyens qui n'osent pas, ou peut-être qui se contentent des informations, en tout cas du flux. Qui sont pas acteurs en fait. Voilà. C'est ce manque d'investissement, d'implication pour essayer justement de comprendre et de constater simplement ce qui se passe. Il y a beaucoup d'élus effectivement qui n'ont pas de chauffeur, qui travaillent, etc. Bon, c'est ce dont vous parlez, c'est pas représentatif de la classe politique au sens représentant élu démocratiquement. D'accord. Malheureusement, c'est ceux qui ont le plus de visibilité dans les médias et donc cette part médiatique fait ce grossissement, cette disproportion qui n'est pas réelle. Deux visions, deux invités qui débattent en direct pendant 1 heure chrono. C'est Ça passe ou ça clash, présenté par Aurélie Chupin, le jeudi de 18h à 19h. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour ce premier Ça passe ou ça clash. On vous rappelle qu'on débat avec Manuela Alburquerque et Romain Carbone, du manque d'intérêt pour la vie politique. Donc, je voulais qu'on parle un petit peu de la complexité de la vie politique en France, parce qu'il y a beaucoup d'élections. Donc, on a les présidentielles, les législatives, les municipales, les européennes, et tout est moins visible, parce qu'on a les communautés de communes, les agglomérations, on a le Conseil constitutionnel et tutti quanti. Est-ce que, justement, ce désintérêt, c'est pas dû à un manque de visibilité ? Oui, c'est sans doute dû à un manque de visibilité, mais ce manque de visibilité, en fait, il est offert par principalement, je dirais, par les médias qui saturent l'espace médiatique avec un certain nombre d'informations, et en fait, plutôt que d'informations, c'est souvent des réactions. Donc on a le droit à de plus en plus de micro-trottoirs, des micros qui sont ouverts à des politiques ou des personnalités ou des experts qui doivent réagir à tel ou tel événement, et du coup on n'a plus de cadre, on n'a plus de justification, on n'a plus d'arguments, et du coup on n'a plus d'informations. Et pour en revenir aux nombreuses élections, ce travail n'est pas fait d'information dans les différentes strates politiques, géographiques, pour expliquer à quoi correspondent les différents scrutins qui amènent les citoyens dans les bureaux de vote. Et justement, vous disiez que c'était un peu cloisonné, que les hommes politiques n'écoutaient pas assez la population. Est-ce que justement, ça, de les faire réagir, est-ce qu'ils pourraient...
ça leur permet de savoir ce que pensent vraiment les gens et d'agir en conséquence. Est-ce que c'est pas finalement une bonne solution Moi, aussi ? je vais vous répondre par une autre question, si je puis me permettre. Allez-y. Est-ce que vous pensez, encore une fois, que le politique donne la parole au peuple français ? Ah, ça, après, c'est à vous. Voilà. Donc, c'est ça. Là, il y a aussi un problème, là. Les différents scrutins ne sont pas compris par les Français. Les municipales les intéressent fortement parce que c'est sur leur commune, leur localité. Ouais, c'est leur quotidien. Quoi. Maintenant, les européennes ont fait l'amalgame quelquefois. On dit qu'il y a un fort taux d'abstention, certes, mais ils ne comprennent pas l'enjeu des européennes. Ils ne les comprennent pas parce qu'elles ne sont pas expliquées, parce que ça arrange aussi certains partis, pas tous les partis, mais certains partis, qui ont d'autres objectifs. D'où le FN actuellement, qui surfe sur ces vagues successives. Par exemple, je ne fais pas une fixation sur le Front National, mais on est obligé d'en parler de par là. C'est un parti politique, donc ils font partie. Oui, du il est devenu. Oui, c'est un parti politique qui est devenu démocratique en plus. Oui. Donc voilà. Bon, nous, M. Carbone et moi, étant Mandevillois, connaissons le fonctionnement petit à petit du Front National. Donc on en reparlera après, comme vous nous l'avez dit. Moi, je vais aller dans votre sens. Effectivement, j'ai le sentiment aussi que le résultat des scrutins ne sont pas compris par les politiques. Et en tout cas, c'est le sentiment que j'ai une fois qu'ils les ont expliqués. J'ai entendu à votre antenne un conseiller d'opposition de Mantes-la-Ville qui expliquait la défaite de sa liste par la division des listes de gauche. Je pense. Vu les chiffres, c'est vrai qu'on serait tenté de croire. Il y avait quand même 2 listes de gauche à une vingtaine. C'est dégonfler tout le reste. Et en fait, c'est ne garder qu'une partie qui en fait n'est pas intéressante pour essayer de justement réintéresser les citoyens à la vie politique. La division des listes de gauche, ça veut dire on n'a pas été capable de s'entendre entre nous pour récupérer un certain nombre la majorité des voix. Ce n'est pas là la cause essentielle de la défaite, en tout cas de la victoire du Front National. Si nous avons eu les élections que nous avons vécues à Mantes-la-Ville, c'est parce que les projets sont passés complètement à la trappe par rapport à d'autres problématiques, par rapport à des choses qui n'intéressaient pas les Mandevillois, ce qui a expliqué une partie de l'abstention. Alors, vous voulez dire que le parti gagnant l'aurait fait, lui. Excusez-moi, non. On parle beaucoup de projets, mais on ne sait pas réellement ce qu'on entend par projet. Chaque parti, chaque tête de liste a une profession de foi, un programme, etc. Chacun pioche à gauche, à droite, on pioche à droite on pioche à gauche. Alors, évidemment, les lecteurs ne s'y retrouvent plus. J'ai envie de dire, peu importe. Enfin, le projet, c'est ce qui va caractériser la liste et le candidat. Donc, ensuite, les électeurs vont choisir le projet. Peu importe qu'il y ait des notions de gauche, de droite, mais et là, encore moins au niveau local. On parlait, Madame Chupin nous parlait de la division entre les deux listes de gauche, à savoir, rappelons-le pour les auditrices et les auditeurs de LFM Radio ce soir, la liste d'Annette Pelvaste-Bergel et celle de Monique Brochot. Alors, est-ce que réellement cette guéguerre, entre guillemets, leur a déplu, les a lassés? Ça aussi, il y a ce facteur à prendre en considération. Nous sommes étrangers à cela. Nous n'étions pas tête de liste. Moi, j'étais sur la liste d'Éric Vizentenaire par l'époque, avec lequel je ne suis plus, je le rappelle. Mais à partir de là, il y a aussi ce genre de conflit qui lasse les lecteurs. Et ça fait partie d'un des facteurs du désintérêt. Tout comme dire que c'est l'explication de la défaite, c'est dû à cette division. Ce serait trop réducteur. C'est très réducteur. Mais c'est participe quand même. Il y a aussi un truc idéologique, un manque d'unité que finalement ils ne retrouvent pas dans le parti qui a gagné. Parce que finalement, le Front National, pour ne pas le nommer, eux, généralement, ils n'ont pas 2 listes. Alors qu'on a vu à droite, il y avait divers droites ou UMP, parfois il y avait 2 listes de gauche ou 2 listes de droite. Si les Mandevillois avaient été plus intéressés, on n'aurait pas eu 50% d'abstention au deuxième tour. Et à ce moment-là, les listes de gauche et de droite, même divisées, auraient sans doute fait plus de voix que celles du Front National. Vous parlez de 50% d'abstention, et là, je suis contente de l'entendre dire à Mantes-la-Ville. Il faudrait que l'on puisse trouver l'explication
de ce taux d'abstention quand même qui est trop important dans notre commune. C'est tout le travail de l'association du collectif de réflexion d'initiative citoyenne. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs mandvillois et d'ailleurs à venir participer à la réunion publique. Pardon ? Ou de consulter le site. Vous mettez, qui est très souvent mis à jour. J'ai vu, il y a encore un petit quelque chose. Oui, mais sur ce sujet en particulier, nous organiserons une réunion publique le 26 septembre, le vendredi 26 septembre, dans la salle du Club de l'Amitié, justement pour répondre en tout cas pour récupérer un certain nombre de propos qui permettront d'expliquer ce désintérêt, puisque aujourd'hui on voit bien que tous les. En fait, des gens qui n'ont pas voté. D'après vous, en fait, c'est l'élection et pas la politique qui les a lassés. Parce que sinon, c'est les mêmes ceux qui ont voté. Non, mais c'est la politique qui a désintéressé. Il n'y a pas qu'une division de liste ni de personnes. Là, c'est plus profond à Mantes-la-Ville. Il faut être sincère. Ils veulent de la transparence, de l'honnêteté quand même, les électeurs. Il y a des projets qui ont été portés, si l'on veut parler de projets, depuis les mandats successifs d'Annette Pelvaste-Berjal et de Monique Brochot. On a toujours été sous un régime de gauche. Et là, je vais être très, très politique. Alors, ils étaient dans un état d'attente. On a des primo-arrivants qui sont venus à Mantes-la-Ville. On est surclassé à 20 000 habitants. C'est très, très bien de vouloir de nouvelles constructions, de vouloir davantage d'habitants. Mais on oublie cette donne. Où votent-ils ? Quel est leur état d'esprit ? Ils ne connaissent pas nécessairement notre commune. Moi, quand je tractais sur le marché durant les municipales, des jeunes trentenaires avec leurs enfants en poussette de 2-3 ans me disaient « Mais il n'y a pas de structure adaptée aux enfants, il faut aller là, là, là. Et je ne suis pas... je n'ai pas de moyens de transport, voilà, je n'ai pas de voiture, etc., etc. C'est honteux, vous n'avez pas de place en crèche. On recevait tout cela en pleine figure. Donc on a aussi notre rôle à jouer. C'est la vie quotidienne, en fait. Ces problématiques, malheureusement, sont portées et sont exacerbées pendant les élections. Et il faudrait aussi être capable de le faire pendant les mandats. Voilà. Et que ce qui est rapporté à ce moment-là et ces sujets-là soient considérés. Par les élus et l'équipe qui ont la gestion de la ville. Qu'est-ce que on a reproché à Madame Monique Brochot ? On lui a reproché de fermer sa porte et un manque d'écoute. C'était très très récurrent comme reproche. Ce n'est pas un reproche personnel envers Madame Brochot et je tiens à la rassurer. C'était un reproche de la part des Mantevilloises et des Mantevillois. Un manque d'écoute envers les habitants, c'est vraiment primordial, c'est crucial. On n'est pas là. La mairie est un organe politique, un instrument pour représenter l'État dans une commune. Il ne faut pas l'oublier. C'est clair et net. On est premier magistrat d'une commune. On doit être à l'écoute de n'importe quel habitante et habitant, et qu'il soit particulier ou professionnel. Maintenant, évidemment, le CRIC, moi je tiens à lui lancer un message. Quand on parle avec les particuliers ou avec les professionnels avec lesquels on s'entend très très bien, Monsieur Carbone et moi, on est à Mantes-la-Ville depuis des années, on se connaît tous, on s'apprécie. Ils vous disent « Ah, mais finalement, on est satisfait du FN parce qu'ils nous écoutent. » Mais si c'est une question d'écoute, ça devient très très grave. Ça veut dire quoi ? Que le peuple va être entendu. Encore une fois, on revient à ce qu'on disait avant. Que le peuple... Ça veut dire qu'en fait, c'est là carrément, c'est la philosophie de la politique qui a un problème, en fait. Parce que le Front National, c'est pas cette politique-là. Il faut expliquer qui est le Front National. Parce que tout ce qui est en train de se passer, le CRIC va vous l'expliquer. C'est-à-dire en la présence de M. Carbone. C'est tout autre chose. Être à l'écoute. La gauche peut être à l'écoute des habitants. La droite peut être à l'écoute des habitants. Mais là, il y a un problème de personnes aussi. C'est très, très complexe. Voilà, en fait, c'est plus un problème pratiquement de méthode, quoi. On a l'impression que eux, ils ont trouvé la bonne, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils écoutent et puis ils font que leur boulot. Ils écoutent, ça rassure les gens, ça les conforte un petit peu, mais d'un autre côté, et c'est ça le plus problématique, c'est qu'ils appliquent ensuite le programme idéologique du Front National. Exactement. Et ça c'est embêtant. Ensuite, effectivement, ces méthodes-là qui sont somme toute des bases, à savoir
en tout cas écouter, mais ensuite un maire prend ses responsabilités. Ça, c'est son rôle. Ce qu'il a manqué, ce qui manque d'ailleurs encore aujourd'hui, ce sont les explications qui motivent certains choix. Alors, il y a des choix qui font partie du programme. Aujourd'hui, du programme de campagne, le programme de campagne du maire qui vient d'être élu à Mantes-la-Ville et Cyril Note, oui, et tient sur un quart de post-it. Donc effectivement, on peut pas trop se baser là-dessus. Mais maintenant, les décisions qu'il prend, les délibérations qu'il soumet au vote pendant les conseils municipaux ne sont pas argumentées. Et ça c'est réellement problématique. Les actions qu'il entreprend, les choix qu'il fait ne sont pas argumentés. Et c'est là où nous, enfin, Mantes-Villois et les citoyens ont besoin de comprendre pourquoi ces choix sont faits. Et ensuite, une fois qu'on a cet argumentaire-là, libre à nous de le commenter, de l'analyser et de le mettre en relation avec l'idéologie dangereuse de son parti. Le Front National est très stratège. Monsieur Carbone a raison, entre guillemets. Il a tout fait pour diviser les partis dits traditionnels en France, que ce soit de l'extrême gauche en passant par la gauche modérée, par le centre et par la droite modérée, de sorte à les anéantir. Son objectif premier était d'anéantir la droite modérée pour avoir un passage tout à fait libre. Sauf qu'il n'a pas pensé qu'il a commis sa première erreur à Mantes-la-Ville. Et peut-être que c'est quoi sa première erreur, eh bien, c'est historique. Il a renversé des décennies de gouvernance, entre guillemets, gauchiste à Mantes-la-Ville, mais parce que Mantes-la-Ville... Est-ce que je dois entendre un terme péjoratif dans le... Ah non, absolument pas, Monsieur Carbone, absolument pas. Non, parce que le maire s'est amusé plusieurs fois à employer le terme de socialo-communiste. Je voudrais... Monsieur Carbone, voilà. Vous avez face à vous Manuel Bucquerque et non Cyril Note, rassurez-vous. Bon. Donc, rassurez-vous, voilà. Donc ça n'a rien à voir. Je veux dire de gauche, que ce soit l'extrême gauche ou la gauche modérée. Ça vous convient mieux? Voilà. De par l'histoire industrielle de Mantes-la-Ville que 3/4 des Mantes-Villoises et Mantes-Villois maintenant qui sont nouveaux ne connaissent pas. Tout simplement. Mais en quoi c'est une erreur d'effacer des mandats et des mandats Non, attendez, excusez-moi, je vais terminer simplement. L'atout que nous avons à droite, et bon, moi je ne suis pas UMP, je tiens à le rappeler, je suis indépendante. L'atout que j'ai en tant que femme de sensibilité de droite et défendant quand même des points sociaux des salariés qui sont oubliés par la gauche d'aujourd'hui, sous François Hollande et Manuel Valls, c'est que c'est historique pour Mantes-la-Ville, premièrement. En résumé, et deuxièmement, ça a ouvert un boulevard à la droite à Mantes-la-Ville. Voilà. Et le Front National croit s'être installé à vie. Mais le CRIC va vous dévoiler les actions qui sont en train d'être menées depuis début avril et qui ne sont pas celles d'un programme qui a été défini, comme il vous l'a dit, M. Carbone. Ça tient sur un post-it et en plus... on profite du dossier de la mosquée. On ne va pas en revenir là-dessus, d'accord? On ne va pas faire un débat là-dessus quand même. On profite après du mariage pour tous, etc., etc. Ça, je serais tentée de dire on s'en fiche. Les priorités à Mantes-la-Ville, elles sont tout autres. Et on ne les voit pas apparaître. Il y a des Mantes-Villoises et des Mantes-Villois qui m'ont dit récemment encore, on espère que la taxe d'habitation à Mantes-la-Ville n'augmentera pas l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on voit? On va y venir, si vous le permettez. Le retrait du drapeau européen. Le retrait du drapeau de Mantes-la-Ville, est-ce que c'est primordial à Mantes-la-Ville? C'était primordial? D'après vous, c'est plus en termes de symbole, quoi, en fait. C'est très, très symbolique. On est dans une symbolique avec le Front National. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la forme, mais il n'y a pas de fond. Si, on peut pas dire qu'il n'y a pas de fond. Il y a un symbole-là, je veux dire que le symbole porte, mais finalement, sur ce qui a vraiment d'importance dans la vie des gens, pour l'instant... Non, c'est un peu moyen, comme vous disiez, la taxe d'habitation. Oui, mais c'est effectivement l'adjoint aux finances l'a rappelé dans un des premiers bulletins municipaux qui ont été édités sous cette nouvelle municipalité. Leur objectif, c'est de faire quelque chose qui se voit, c'est-à-dire de ne pas augmenter les impôts et les taxes foncières, etc. C'est leur priorité. C'est le choix qu'ils ont fait. Parce que, c'est l'hypothèse que j'émets, le fait de ne pas augmenter les impôts pourra leur servir dans leur bilan de dire, voilà, ça fait 6 ans qu'on est là, les impôts n'ont pas augmenté. Par contre, il faut mettre face à cela le fait que les autres priorités qui
je l'espère, en tout cas, ce sont les miennes, c'est mon avis personnel, telles que l'éducation, la culture, le sport, et puis d'autres priorités d'autres aspects comme les transports, etc., vont être défavorisés par rapport à cette priorité-là qui, en fait, relativement c'est une facilité qu'il entreprend pour sur un côté pour faire plaisir et le reste serait un peu expédié. Son deuxième axe, parce qu'en fait il y en a deux principalement, donc les impôts et ne pas les augmenter, peut-être les baisser, et la sécurité, voilà les deux notions, les deux volets de la politique qui sont très facilement qu'on peut très facilement corréler avec le programme national de son parti. Deux visions, deux invités qui débattent en direct pendant 1 heure chrono, c'est Ça passe ou ça clash, présenté par Aurélie Chupin, le jeudi de 18h à 19h. On est de retour pour les dernières minutes de ce premier Ça passe ou ça clash avec Manuela Alburquerque et Romain Carbone d'une crique de Mantes-la-Ville. Donc juste avant la coupure, on parlait du programme un petit peu du Front National. Donc vous disiez que ça tenait sur je cite, un post-it. Donc justement, est-ce que c'est pas là l'astuce finalement de ne pas donner grand-chose finalement pour pas s'exposer à des contres? C'est surtout que ça leur donnerait l'occasion d'étayer un petit peu leurs propos, et c'est absolument pas ce qu'ils veulent. Ça leur, voilà. Donc il faut surtout pour eux garder ces notions flottantes et les adapter en fonction des circonstances pour se positionner toujours en opposition par rapport au pouvoir en place. C'est là toute leur stratégie pour se faire élire. Mais malgré tout, le vote Front National à Mantes-la-Ville n'est pas un vote d'adhésion, et ça je tiens à rassurer les gens. C'est un vote aussi de ras-le-bol par rapport au mandat précédent. D'où le fort taux d'abstention finalement. Aussi. Donc on revient un peu au désintérêt. Voilà, pour la vie politique. Mantes-Villoises et des Mantes-Villois pour la vie politique et pour les politiques en eux-mêmes. Voilà, et les frontistes. Mais ce ras-le-bol est quand même déjà installé depuis quelques années, que ce soit en France et à Mantes-la-Ville. Mais à Mantes-la-Ville, pourquoi il est installé? En fait, le nombre de voix qui revient en Front National n'a pas tant augmenté que ça, si ce n'est au deuxième tour des municipales de cette année. Mais sinon, ils se maintiennent entre 1500 1700 votes, ce qui a été ce sont les chiffres qu'ils font à Mantes-la-Ville. Alors, comment essayer de décorréler le vote d'adhésion de ce qui n'est pas du vote d'adhésion? Je pense que c'est un petit peu cet exercice est un petit peu difficile. Et je m'y risquerai pas. On n'est pas dans la tête des gens de toute façon. Donc, mais on n'est pas dans la tête des gens. Donc, oui, on pourrait essayer de dégager des tendances, mais sur autant d'années, c'est quand même compliqué de voir sur des élections qui remontent à il y a plus de 10 ans et celles d'aujourd'hui, ce qui participe de ce désintérêt pour la politique locale ou nationale, et de ce qui est réellement un vote d'adhésion à l'idéologie et au projet politique proposé par ce parti. Vous savez, Monsieur Carbone, quand on apporte à plus de 20 000 habitants un dossier de mosquée du jour au lendemain, je suis très réductrice, je le sais, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, je le fais rapidement, ce dossier-là, sans leur expliquer, sans les avoir concertés. Encore une fois, il y a un manque de concertation. Rue de Damartin, on a voulu refaire la voirie. Évidemment, la voirie de Mantes-la-Ville en a besoin depuis des années. Ce dossier de mosquée aussi aurait très bien pu, sous la gauche, se faire, et sans faire un scandale que l'on a connu durant ces municipales 2014, et qui a profité au FN. Et il ne faut pas que le FN nous dise le contraire. Donc à partir de là, les riverains... Ça a profité au Front National, excusez-moi, je me permets de vous interrompre, ça a profité au Front National, mais ça, d'autres listes, d'autres candidats auraient bien voulu que ce dossier-là leur profite également. Comme lesquels? Toutes les autres en fait.
à part celle de Monique Brochot. À vous entendre, j'ai l'impression que c'est un peu le point de ralliement de cette élection, c'était vraiment la mosquée. En fait, ça a été un dossier très très sensible sur la fin, et tous les candidats, mis à part celle de l'équipe sortante, a essayé de jouer là-dessus en se positionnant contre ce projet-là. Donc c'est je ne défends pas Éric Visintener. Mais Éric Visintener n'était pas contre la construction d'une mosquée. Non, mais contre ce projet-là. Donc, en fait, ce projet-là, comme il était présenté, c'est-à-dire sans concertation avec les Mandevilloises et les Mandevillois. On peut reprocher, parce qu'on fait une négociation avec la CAMI, entre la mairie de Mantes-la-Ville et la CAMI. On ne concerte pas les habitantes et les habitants. On va le mettre là. On ne voit même pas qu'il y a un problème de stationnement, qu'il y a un problème de circulation à côté. Ce projet, etc. qui, on le savait très bien, allait faut cristalliser un certain nombre de ressentis et aller très largement influencer le vote en faveur du Front National, a été utilisé comme argument par la plupart des listes. Donc bon, on peut revenir dessus, mais ils n'ont pas été les plus malins, quoi, en fait. Ils n'ont pas eu à jouer. Ils ont juste eu à marcher par-dessus les cadavres encore chauds de l'équipe sortante et de tous les autres candidats qui n'ont pas vu ce risque-là et qui ont joué encore une fois avec les mêmes ficelles politiciennes. On peut revenir notamment sur le Front républicain, qui est une notion encore une fois très flottante et qui a été utilisée par. Mais qui suis sûre parfois à la moindre. Voilà, et qui encore une fois, comme le manque de projet, un cache-misère de ce qui n'existe pas et de ce qui n'a pas été proposé au scrutin pour les Mandevillois. Mais ce que je regrette, c'est la division qu'il existe au sein des Mandevilloises et des Mandevillois, et que l'on se complaît à terre à cause de ce dossier, justement. Je ne vais pas me focaliser sur ce dossier, parce qu'il n'y a pas que ça. Et en plus, je tiens à préciser, et on a pu le lire dans les médias, que 2 fois de suite, j'ai allumé les warnings au sein de la liste de mon ex-candidat Montant Mouvement, disant qu'il y allait avoir un danger FN et on m'a ri au nez, d'où une de mes raisons de mon départ. Voilà. Et j'avais dit, début janvier 2014, d'après une analyse politique qui m'était propre, que Cyril Naute risquait d'être maire. Et on n'y a pas cru. Résultat, M. Cyril Naute est le premier magistrat de Mantes-la-Ville. Voilà, la mosquée n'est pas la seule à prendre, le dossier n'est pas le seul à prendre en considération. Il faut respecter la communauté musulmane, les autres Mandevilloises et Mandevillois, et maintenant reformer une homogénéité à Mantes-la-Ville, parce que cette division n'est pas vivable, et moi je ne peux pas la tolérer en tant que femme et être humain avant la politique que je suis. Mais là, c'est ce que vous voyez avec justement la mosquée. On a un peu évoqué le sujet tout à l'heure, mais est-ce que les gens n'ont pas l'impression d'être utilisés finalement que pour l'élection ? C'est-à-dire, on prend un sujet comme la mosquée qui va beaucoup mobiliser, et puis après, derrière, ça répond à la question par laquelle vous avez introduit ce débat, c'est qu'est-ce qui va provoquer ce désintérêt ? Effectivement, ça y participe aussi. Oui. Entre autres, voilà. Et lorsque l'on évoquait M. Carbone... Au niveau national, c'est pareil finalement. Au niveau national, régional, local, partout. Tout à fait, tout découle. L'État est représenté au sein de la commune, du département, de la région. Donc voilà, comme disait M. Carbone, on parle d'assainissement des finances. C'est un très beau terme, mais la plupart des électeurs ne comprennent pas ce terme-là. Comment le Front National peut-il nous assurer qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en 2015 ? Et d'ailleurs, d'après vous, c'est une promesse en l'air, quoi. Non, mais d'ailleurs, faut revenir sur ce terme d'assainissement. On l'a vu avec la clôture du dernier budget. Les finances à Mantes-la-Ville ne sont pas catastrophiques. La ville était bénéficiaire. Donc, cet argumentaire-là de campagne du maire et d'autres candidats aussi, de dire qu'il faut absolument assainir les finances de la ville, est un argument qui est mensonger. Il n'est pas exact. De plus, il n'a pas été argumenté par des chiffres, par des chiffres concrets et vérifiables. Donc, cette démagogie sur l'assainissement des finances, encore sur la sécurité, sur l'insécurité qui pourrait régner à Mantes-la-Ville. Encore une fois. Monsieur Carbone, excusez-moi, sur l'assainissement des finances simplement. Oui. Interrogez, s'il vous plaît, la Chambre régionale de la Cour des comptes en Seine-et-Marne, de laquelle nous dépendons. Combien de fois, je ne parle pas du mandat de Monique Brochot,
Du précédent mandat même, nous avons eu des menaces de mise sous tutelle. Soyez francs vers les Mandevilloises et les Mandevillois, s'il vous plaît. Non, mais là, je parle de la campagne des élections municipales de 2014. Donc, par rapport à... Les finances de Mantes-la-Ville ne sont pas si reluisantes que cela, non plus. Elles sont pas reluisantes, mais en tout cas, elles sont pas aussi catastrophiques qu'un certain nombre de candidats, dont Monsieur Noth, voulait bien laisser croire les Mandevillois. Et donc, ça également, c'est de la manipulation. Regardez, mais en fait, ne regardez pas. Je vous dis, faites-moi confiance. Les finances ne sont pas saines. Je vais les assainir. Et en fait, voilà, ce n'est pas exact. Les finances ne sont pas catastrophiques. Elles sont sans doute pas reluisantes. Il y a encore peut-être beaucoup de choses à améliorer, certainement. Mais on ne peut pas présenter, un certain nombre de faits comme des catastrophes et encore moins si on n'est pas capable de les argumenter. Finalement, le manque de confiance déroulerait aussi de ça, l'impression voilà, qu'on leur ment, quoi. Les gens, ils n'ont pas l'impression qu'on leur dise la vérité en permanence, qu'ils sont manipulés un peu. S'ils avaient cette impression, ils sans doute se laisseraient. Serait-il un petit peu plus exigeant vis-à-vis de ces candidats qui leur servent ces propos-là? Et demanderait-il davantage de transparence? Là, je complète la réponse de M. Carbone. Et en matière de sécurité, je serai complémentaire avec M. Carbone. Lorsque j'ai moi-même, au sein de la campagne de ce cher M. Eric Vizatener, interrogé, et je vais lui rappeler, ou peut-être lui apprendre, l'ONDRP, l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale à l'École militaire de Paris, qui m'a dit qu'il n'y avait pas un si fort taux de délinquance ni de criminalité au sein de Mantes-la-Ville. Je pose la question au Front National. Pourquoi se sert-il de cet argument, et même à mon ancienne liste, et même à d'autres listes? Oui, beaucoup de listes ont utilisé cet argument aussi. Et c'est pour cela qu'il y a eu un désintérêt aussi, c'est que tous les programmes étaient trop semblables. Et je lui avais dit même à demander des candidats. Et relativement peu centrés sur les problématiques de Mantes-la-Ville. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que finalement, il n'y a pas maintenant un manque de frontières réelles entre les partis? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'UMP lorgne assez régulièrement sur le FN. Ça s'est beaucoup vu là depuis un an. Mais ça, c'est au niveau national. Il y a un glissement, voilà. Au niveau local, malheureusement, les partis sont inexistants. En tout cas, dans le Mantois et encore plus à Mantes-la-Ville, les partis ne représentent. Est-ce que les gens arrivent à se reconnaître clairement dans un parti? Parce que finalement, le seul qui a une ligne claire, finalement, on remarque que c'est le Front National. Mais absolument pas. Le Front National n'a pas de ligne claire. Il n'a pas de programme. Lorsque vous prenez le retrait des drapeaux européens, moi, je suis indignée. Les gens m'ont dit « on a retiré le drapeau européen », mais moi je me suis indignée doublement. Ça fait 12 ans que je suis mantevilloise, bientôt 13 ans. On a retiré le drapeau de Mantes-la-Ville. Mantes-la-Ville est une commune française dans la République française. Et c'est vrai que là je m'emporte, je suis passionnée. Je suis désolée, mais c'est quand même aberrant. Au nom de quoi? C'est une symbolique. Si vous écoutez le discours de la tête de liste aux européennes Île-de-France d'Aymeric Choprade, et M. Carbone sera d'accord avec moi, j'en suis persuadée, ils ne disent pas qu'ils vont retirer la France de l'Union européenne. Ils disent qu'ils vont rester en collaboration, très étroitement liée d'ailleurs, entre parenthèses, avec les pays de l'Union européenne. Mais c'est un discours policé, c'est un discours déguisé pour mieux séduire un électorat de la gauche, des diverses gauches, des diverses droites, du centre, parce qu'il faut que le Front National existe. Et les médias leur ont ouvert un boulevard pour exister. Le fond idéologique, oui, je rejoins Madame Albuquerque là-dessus. Le fond idéologique du Front National reste inchangé depuis le départ et jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les propositions et les propos qui vont fluctuer en fonction des opportunités, en fonction du contexte et des différents événements qui pourraient apparaître dans la vie politique ou dans la vie sociale. Mais encore une fois, le Front National joue sur cette démagogie, joue aussi sur la notion de république, mais dévoie complètement les notions, enfin les valeurs de la République. C'est un parti qui a des propositions liberticides sur la laïcité. La définition de la laïcité du Front National ne correspond absolument pas à celle qu'on peut en attendre de la République française. L'égalité, obligé de vous couper parce que on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Donc voilà, je vous disais, ça allait passer très vite, de fait. Donc on va devoir s'arrêter là. Alors comme je disais, le sujet est super vaste. Donc on va remercier Manuela Albuquerque et Romain Carbone d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Pas de quoi. Et on se retrouve dans une semaine à la même heure pour un nouvel